Bonsoir tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour pour la dernière de la saison du salon. Alors aujourd'hui on est au magasin généraux du Media Lab à Pantin et on reçoit pardon. Je suis Diawara. Diawara, Gundo Diawara. J'ai l'impression d'être Nikos Aliagas. Alors du coup, avant de présenter Gundo Diawara, j'aimerais faire un petit point actu. La semaine dernière, on devait recevoir Mamadou Camara, qui n'a pas pu être avec nous. En avril 2017, Mamadou et deux de ses camarades avaient été contrôlés par la police. Convaincus de la motivation raciste de ce contrôle, ils avaient décidé de porter plainte contre les policiers qui l'ont effectué. La délibération du procès était aujourd'hui et malheureusement, le contrôle n'a pas été reconnu comme ayant une motivation raciste, donc ils ont choisi de faire appel. Voilà. Donc on leur apporte leur soutien et on leur souhaite beaucoup de courage. Donc, voilà. Après ce petit point d'actu, passons à notre invité du jour. Alors bonsoir Gundo, Bonsoir. ça va? Ça va, très bien, merci. Et toi? Bah moi ça va, ça va très bien. Tu sors tu viens tout droit du collège là du coup. C'est ça, C'est assez compliqué. c'est ça. En ce moment, les journées sont quand même très remplies, très chargées parce qu'on est sur la période des conseils de classe, de remise de bilan périodique. Donc, c'est chargé, c'est chargé. Et puis, l'actualité aussi fait que ça nous rajoute encore du boulot, du taf, ouais. Ouais. Alors du coup, toi, tu as plusieurs casquettes, t'es CPE, t'es militante aussi au sein de l'association Front de Mer, et justement, on est là pour en parler. D'ailleurs, n'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions ici même, et notre invité y répondra, comme toutes les semaines. Alors, du coup, tu es à l'association Front de Mer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est cette association, quand est-ce qu'elle a été créée, et qu'est-ce que vous faites au sein de l'asso? Alors, le Front de Mer, c'est un syndicat, en fait. C'est pas une association qui a été créé en 2016 par Fatima Wassak et Diriatou Kébé. Et donc, c'est un syndicat de parents d'élèves de quartiers populaires. C'est une organisation syndicale qui vise la défense des intérêts des enfants des quartiers populaires, en gros. Et donc, notre volonté, c'est de nous inscrire dans les luttes syndicales et à la fois les luttes de l'immigration, parce qu'on parle d'enfants des quartiers populaires. Et ce qu'il faut également savoir, c'est que la démarche du Front de Mer est vraiment importante et assez inédite. D'abord parce qu'il s'agit d'un syndicat et pas une association, et que ça n'existe pas en France, un syndicat de parents d'élèves de quartiers populaires. C'est une démarche inédite également parce que ça vient entrer en rupture un peu avec l'idée selon laquelle les parents des quartiers populaires seraient démissionnaires, qui seraient peu intéressés par la trajectoire scolaire de leurs enfants, voire même qui seraient dépourvus de savoir et de ce qu'on appelle le capital culturel. Donc nous, on revendique le fait que, bien sûr, les parents qu'on trouve dans les quartiers populaires sont tout à fait savants, comme partout ailleurs. Et faut aussi savoir que la plupart du temps, quand on parle de notre organisation, les gens ont l'impression que on veut attaquer l'école, alors qu'en tant qu'usagers, les enfants comme les parents, en tant qu'usagers, il s'agit en fait de notre école. Donc, bien au contraire, on est dans une démarche de construction, de stratégie collective pour défendre en fait les enfants, pour que l'école soit un espace d'épanouissement pour eux. Et puis voilà, c'est pas, il s'agit pas du tout en fait, on pointe les dysfonctionnements, c'est vrai, mais au contraire, ce qu'on veut, c'est vraiment être dans la construction, voilà, de quelque chose de positif. Et du coup, ce syndicat, tu le rejoins quand et pourquoi? Quelles sont les motivations un peu qui t'ont amené à ça? Alors, par la force de persuasion de Fatima Wassak, c'est vrai que moi, je milite depuis un certain nombre d'années. Je suis entrée au Front de Mer, je dirais, de façon un petit peu plus active à partir de l'an dernier, parce que j'ai été d'abord très interpellée par l'appel du Front de Mer. Donc, c'est le texte fondateur de l'organisation, et parce qu'elle bouscule vraiment l'école en tant qu'institution, ainsi que ses personnels. Et moi, en tant que personnel d'éducation nationale, je me suis sentie un petit peu, même pas un peu, hein, je me suis sentie quand même très interpellée, mais j'ai trouvé que
tout ce qui était écrit dans cet appel était parfaitement légitime, et qu'à partir du moment où des parents ou des enfants vivaient l'école comme une violence, il fallait pas être là dans l'orgueil en se disant oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces attaques, l'école elle apprend à faire lire vos enfants, et puis voilà, non, au contraire, il faut savoir entendre tout ça et chercher à corriger en fait ce qui va pas dans l'école. Donc moi, à partir du moment où j'ai entendu parler donc du front de mer, et j'ai assisté à quelques réunions, je me suis dit qu'il était important que dans cette organisation-là, il y ait également des personnels donc d'éducation nationale, sachant que c'est le front de mer, mais qu'il peut y avoir des personnels d'éducation, des éducateurs, des parents, enfin voilà, c'est très très ouvert. Je pense que j'ai enfin trouvé ma place dans dans une organisation qui regroupe vraiment toutes les causes qui m'importent. Voilà. Très bien, merci. Donc du coup, ces dernières semaines, il y a, comme tu l'as dit, il y a des sujets qui ont pas mal chargé l'actualité. On peut pas ne pas parler des gilets jaunes, des révoltes lycéennes. Depuis quelques semaines, il y a plusieurs réclamations qu'on entend. Il y a plusieurs mouvements, notamment les lycéens qui ont peur pour leur avenir avec la réforme de Parcoursup. Du coup, en tant que CPE, tu penses quoi, toi, de cette réforme? Alors, Parcoursup, moi, je m'y suis intéressée, mais je n'y ai pas été directement confrontée cette année, parce que moi, je travaille en collège. Par contre, j'ai lu quand même pas mal de choses là-dessus. Et c'est à la lecture, en fait, de ce texte de réforme, sachant que l'ancêtre de Parcoursup, c'est donc APB, qui avait énormément déjà de problèmes. Et donc, il y a une grosse inquiétude qui est née autour de Parcoursup, parce que ne serait-ce que dans l'idéologie, en fait, Parcoursup instaurait finalement le fait que l'accès aux études supérieures était conditionné, alors que on est dans un pays où l'accès aux études supérieures n'est pas censé l'être. Voilà. Et donc Parcoursup instaure en fait instaure le fait que ce qui devait être un droit pour tout le monde deviennent finalement petit à petit un système de candidature évalué. Et on sait qu'on est dans un pays où l'origine scolaire et leur trajectoire compte. Et donc à partir de là, on sait très bien qu'on ne peut pas échapper aux inégalités, aux discriminations parce que les jeunes lycéens viennent de territoires qui sont différents, qui ne sont pas dotés de la même manière également. Donc pour moi, Parcoursup, en fait, officialise finalement une certaine idée une certaine idée, non, mais officialise, pardon, l'idée que l'accès aux études supérieures est conditionné. Voilà. Et donc forcément, moi je comprends, les révoltes de la part des lycéens sont complètement légitimes, parce que ils savent très bien que les choses vont être beaucoup plus difficiles pour eux à partir du moment où cet algorithme-là a été instauré. Et on l'a vu à la rentrée de septembre 2018, il restait encore près de 20% de lycéens qui n'avaient toujours pas reçu d'affectation. Ça a été une grande pagaille dès l'ouverture de cette plateforme jusque la fin. Et moi j'ai lu un article encore la semaine dernière qui parlait entre guillemets des recalés de Parcoursup, qui ont été mis dans des espèces de classes intermédiaires, un peu en attente, où les enseignants n'ont même pas été formés, où les élèves ne savent pas ce qu'ils y font finalement. Et donc des classes en attente, ça consiste en quoi? C'est une espèce de zone d'attente pour justement les lycéens qui n'ont pas eu l'affectation qu'ils souhaitaient. Voilà. Donc c'est pour dire à quel point ce système-là n'est pas satisfaisant. Voilà. Et on dit qu'il y a une question. Alors oui, parce que les internautes peuvent poser leurs questions aussi. J'espère que tu n'as pas oublié. Alors laisse-moi juste revenir sur le direct. Alors je trouve pas le direct.
Alors, il y a Ibrahim Ben Saïd qui demande comment le front de mer intervient dans les établissements scolaires. Alors, pour le moment, il faut savoir que le front de mer, oui, alors, le front de mer est en cours on va dire, de construction, etc. Nous, ce qu'on veut, pour dire les choses simplement, c'est que localement, donc dans les établissements scolaires, des parents se mobilisent dans l'établissement et constituent des listes, un petit peu comme les listes FCPE, etc. Donc les organisations de parents d'élèves, et donc se mettent, on va dire, créer des listes front de mer et entrent littéralement dans l'école pour participer au conseil d'administration, etc. Voilà, vraiment pour que les intérêts des enfants des quartiers populaires soient défendus. Voilà. Et donc, ce qu'on espère, c'est que de plus en plus de parents se mobilisent, s'inscrivent donc sur les listes lorsqu'il y a les élections de représentants de parents d'élèves, et donc fassent peser en fait finalement leur voix pour que les intérêts des enfants soient défendus. Voilà. Concrètement, ce qu'on espère également, ce qu'on essaye en tout cas de construire, c'est des petites organisations dans les villes, donc toujours à l'échelon local. Il faut savoir ce qu'on a, c'est une ligne politique, disons nationale, mais avec un ancrage local. C'est vraiment important parce qu'il faut vraiment que ça corresponde aux besoins des gens là où ils sont. C'est-à-dire que les difficultés des gens à Garges-les-Gonesse ne sont pas les mêmes que les difficultés des personnes qui se trouvent à Roubaix, par exemple. Voilà, donc c'est pour ça que l'ancrage local est important. Et ensuite, le front de mer peut intervenir à plein d'autres niveaux, sur la question des cantines scolaires, sur la question des contenus d'enseignement, sur la question de toutes les politiques éducatives en fait qui existent dans les établissements scolaires. Voilà, en tant que parents d'élèves, comme les organisations plutôt traditionnelles de parents d'élèves le font depuis des années maintenant. D'accord, très bien. J'espère que j'ai répondu à cette question. Bah, j'espère aussi, en tout cas je pense. Du coup, cette révolte lycéenne-là, il y a beaucoup de lycéens qui y ont pris part. Il y a eu plusieurs manifestations dans la rue. Il y a aussi les lycéens de Mantes-la-Jolie qui ont pris part à cette révolte-là. Et on a pu voir du coup cette vidéo qui a un peu fait le tour d'Internet où on voit des lycéens à genoux, les mains derrière la tête, en train de se faire interpeller par un policier et de se faire littéralement humilier. Vous avez publié une tribune sur Mediapart. Je crois j'en ai un extrait. C'est en tant que maman unie et déterminée que nous nous adressons à l'État. Ça suffit. Nous vous interdisons d'humilier, de mutiler et de détruire nos mômes. Nous ne laisserons pas faire. Nous protégerons nos enfants par tous les moyens nécessaires parce que nous les aimons, que c'est notre avenir et parce que c'est notre devoir de parents. Alors vous, du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous voyez cette vidéo ? Qu'est-ce que vous dites avec les autres ? Alors, on est à la fois consterné, effaré, choqué en fait par ces images de lycéens agenouillés, en rangée. Enfin voilà, ces images-là sont quand même nous retournent. Donc il y a à la fois ce sentiment oui, on est scandalisé en fait, voilà, clairement. Et en même temps, malheureusement, on est tellement habitué à voir ces jeunes-là, parce que quand on parle des jeunes de Mantes-la-Jolie, on sait on sait où ils sont ces jeunes-là. On sait d'où ils viennent, on sait qui ils sont aussi. Donc malheureusement, on est habitué également à voir des jeunes de quartiers populaires traités comme ils ont été traités dans cette vidéo-là. Alors, bien sûr, c'est moins entre guillemets spectaculaire parce que en général, ce qu'on voit, c'est
un ou deux ou trois jeunes. Parfois, quand les policiers entrent dans les quartiers, ils mettent en ligne contre le mur des jeunes, ils sont 5, 6. Enfin, là, vraiment, il y a l'effet aussi du nombre, en fait, du nombre de lycéens comme ça, agenouillés, les mains sur la tête. Dans ce contexte-là, en plus, parce qu'on sait très bien que leur colère est pleinement légitime et que ils ont été mis dans cette position-là, ils ont été contraints de se mettre dans cette position-là, alors qu'ils exerçaient leur droit de s'exprimer, leur droit de manifester, qu'ils étaient en train d'en jouir, tout simplement. Et que finalement, eh bien, la seule réponse que l'institution policière a pu leur donner, eh bien, c'était l'humiliation et tout ce qui va avec. Le traumatisme même, parce que ça, on n'en parle pas beaucoup, mais... Exactement, c'est tout ce qui se passe après, des lycéens qui ont eu peur. Beaucoup d'entre eux sont encore mineurs, c'est-à-dire qu'on a quand même placé des mineurs dans ces... Pour la première fois, en plus, certains étaient confrontés à la police de façon directe. Et donc, vraiment, c'est la consternation. Et ensuite, la réaction, on est obligé de réagir et on s'appelle, on s'interroge. Et puis, c'est là qu'on décide qu'il est nécessaire de se réunir d'abord. Donc, on a organisé une réunion le lendemain, je crois, de la publication de la vidéo de Mantes-la-Jolie. Et on a publié le texte le samedi. Sachant que dans cette même semaine, il y avait eu d'autres faits très graves. Moi, je travaille à Garges et il faut savoir qu'à Garges-les-Gonesse, donc un jeune lycéen a reçu un tir de flashball dans la joue, que sa joue a été complètement déchiquetée, qu'il va garder une cicatrice à vie, qu'il a dû être opéré. Voilà, donc un jeune qui ne faisait absolument rien. Et quand bien même il participait à ce blocus, en face, on a quand même des adultes, des forces de l'ordre qui ne sont pas censés tirer à hauteur d'homme, et surtout, j'ai même envie de dire à hauteur d'enfants. Ce sont des enfants. Et tout ça, ça met en lumière d'autres problématiques, à savoir que ces enfants-là, les enfants de Garges, les enfants de Mantes-la-Jolie, les enfants d'Ivry-sur-Seine, parce qu'il y a aussi des jeunes lycéens d'Ivry-sur-Seine qui ont été placés en garde à vue 36 heures pour un tag, en tout cas c'est le prétexte. Et donc, il faut savoir que ça met en lumière l'idée qu'en fait, ces enfants-là, on ne les voit pas comme des enfants. On les voit comme des délinquants en puissance, voire même d'autres termes que certains utilisent. Dans la rhétorique d'extrême droite, on peut les appeler des futurs terroristes ou des potentiels terroristes. On parle d'enfants. Voilà, qui déjà vivent dans des conditions qui sont le contraire de ce que promet la belle République. Et en plus de ça, c'est sur eux que pèsent les discriminations, les inégalités, etc. etc. Oui, en plus, c'est les premiers à être, c'est les premiers à être mis en danger suite à cette disposition-là. En fait. Exactement. Et même au quotidien, au-delà même des mouvements lycéens, on parle d'enfants qui, à partir du moment où ils apparaissent dans l'espace public, c'est-à-dire que dès qu'ils sortent de chez eux, ils sont pris en chasse comme du gibier, presque. En tout, enfin, pour les garçons, en tout cas, à partir du moment où ils commencent à avoir 13-14 ans, ils apparaissent déjà comme suspects et puis on commence à les contrôler, etc. etc. Donc, voilà. Tout ça, en fait, tout cet appareil-là, tout ce système s'abat sur eux. Et ça, il n'y a pas plus injuste. Vraiment, nous, on a vu les réactions suite à ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie. On espère véritablement que le mouvement de défense de ces enfants-là ne va pas s'éteindre tout de suite. Et justement, nous, avec le Front de Mer, on organise un tour des maires contre la répression policière, donc dans plusieurs quartiers, dans plusieurs villes, pardon. La semaine dernière, nous étions à Ivry mardi soir. Vendredi soir, nous étions à Garges-les-Gonesse. Nous allons très certainement nous rendre également à Mantes-la-Jolie, à Paris dans le 19e. En fait, partout, il y a des mouvements lycéens. D'abord pour leur apporter, pour leur témoigner notre soutien, parce qu'on estime que c'est important, et également pour organiser des temps d'échange, de discussion avec les parents de ces établissements-là, là où il se passe des mouvements lycéens, pour inciter les parents de ces enfants-là à se mobiliser et donc à faire office de parents boucliers, en fait.
littéralement pour se mettre entre la police et les enfants et les protéger physiquement. Voilà. Au-delà même des mots et de l'image, il s'agit de les protéger physiquement. Parce qu'on a vu la semaine dernière, avec les tirs de flashball, etc., que c'est leur vie qui était en danger. Il ne s'agit pas seulement d'idées, en fait. Voilà. Alors du coup, pour celles et ceux qui viennent d'arriver, on est avec on est avec Gundo Diawara, qui est CPE et militante au sein du syndicat du Front des maires. On est en train de parler de révolte lycéenne et nous parlerons tout à l'heure du travail qui est fait en tant que CPE au sein de son établissement. Alors, du coup, Gundo, les jeunes font partie de ton quotidien. Comme je l'ai dit, tu es CPE. D'ailleurs, tu as un programme assez chargé en ce moment avec les conseils de classe et les bilans trimestriels. Tu es CPE à Garges-les-Gonesse. Du coup, est-ce que les violences policières, c'est quelque chose que tu évoques avec tes élèves, toi ou l'équipe pédagogique de manière générale? Est-ce que vous en parlez? Alors, les violences policières, il faut savoir que nous, en tant que personnel d'éducation, on ne peut pas ouvrir le débat et poser le débat tel quel en se disant alors bonjour, aujourd'hui on va parler des violences policières. C'est toujours très délicat parce que nous sommes il faut le dire, des agents aussi du service public d'État. Donc on ne le pose pas tel quel. En revanche, lorsque sur des temps informels, comme sur des temps de cours qui peuvent être liés à cette question-là, on peut tout à fait répondre aux élèves. Moi, je sais que parfois, on essaie de dédramatiser un petit peu, mais je me souviens avoir déjà posé une question à un élève sur, non merci, sur l'endroit, par exemple, qu'ils connaissent le mieux dans la ville. Ils vont dire le commissariat, et eux-mêmes le disent parfois même avec un petit peu d'humour. Voilà, parce que c'est vrai, ça fait partie de leur réalité. On sait très bien que dans les quartiers populaires, malheureusement, les premiers, comment dire, les premiers messagers, on va dire, du service public, etc., c'est l'école et la police, malheureusement, dans ces quartiers-là. Donc, on sait qu'ils y sont confrontés. Et lorsque le demande, on peut tout à fait être amené à aborder ces discussions-là. Autrement, nous, en tant que personnel, on est quand même très vigilants. C'est-à-dire que, et moi, je le dis de façon très, très ouverte, très claire et très transparente, c'est-à-dire que avant d'appeler la police, par exemple, parce que parfois, il y a des situations qui nous obligent à appeler la police, on y réfléchit à deux fois. Parce qu'on sait que malheureusement, ça peut parfois déborder, que parfois, malheureusement aussi, les policiers peuvent avoir des comportements qui vont être problématiques avec les enfants, les tutoyer, mal leur parler, leur dire de dégager, ce genre de choses. Et nous, on veut éviter aussi ces moments de tension-là, à la fois de la part, qui viennent de la part des policiers, mais aussi à la fois en réaction toujours, hein, mais de la part des jeunes. Moi, je dis toujours que c'est quand même pas anodin de savoir que dans l'histoire de nos quartiers, beaucoup de nos petits frères et de nos frères sont morts en fuyant la police. C'est pas pour rien. Moi, alors c'est vrai que je suis une jeune fille, donc je suis moins confrontée de fait à ces choses-là. Mais moi, j'ai eu le luxe, jusqu'à un certain âge quand même, de me dire que la police était là pour protéger. Les garçons des quartiers, un garçon qui a 15 ans aujourd'hui dans un quartier, que ce soit à Garges, à Clichy ou peu importe, je ne suis pas certaine qu'il puisse avoir le luxe aujourd'hui de se dire ah oui, la police est là pour me protéger. Donc d'emblée, parce que malheureusement, et ça c'est pas il n'est pas né avec ça. Il n'est pas né avec cette défiance-là. C'est le résultat de comportements problématiques depuis des décennies dans les quartiers, les quartiers populaires. Donc, pour en revenir donc à ta question, dans l'établissement scolaire, on n'en parle pas de façon directe. En revanche, si les élèves nous interpellent sur cette question-là, moi, je sais que je serai tout à fait transparente pour en parler, sans dire, sans hurler. Oui, enfin voilà, c'est exactement ça, tout à fait. D'accord. Et juste, vite, j'aimerais revenir sur Mantes-la-Jolie. Du coup, l'interpellation des lycéens, c'est devenu un véritable symbole
dans le mouvement des Gilets jaunes, enfin, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui, voilà, qui l'ont pris comme symbolique, qui reproduisent la scène parfois devant les forces de l'ordre. Enfin, ça a pris une certaine ampleur. Du coup, toi, qu'est-ce que tu penses du fait que ce soit devenu un symbole? Bah, je trouve ça intéressant, je trouve ça très bien dans la mesure où ça met en lumière le caractère vraiment grave en fait de ce qui s'est passé à Mantes-la-Jolie la semaine dernière et reproduit comme ça à l'infini dans des villes différentes, par des personnes différentes, parce qu'il n'y a pas que les lycéens qui reprennent cette posture-là. Effectivement, comme tu le disais, les gilets jaunes, pas tout, en fait, tous ceux qui sont actuellement dans des mouvements de contestation reprennent donc cette posture pour le symbole. Donc c'est bien, je trouve que c'est important et puis ça témoigne du soutien des gens, mais au-delà du choc, je pense qu'il est important d'aller au-delà du symbole qu'il y a derrière la posture de ces enfants-là, et qu'il faut aller au-delà de ça et apporter son soutien de manière concrète à ces enfants, enfin les enfants de Mantes-la-Jolie comme ceux d'autres villes en fait, parce que ces comportements-là ne sont pas nés la semaine dernière à Mantes-la-Jolie. Voilà. Et malheureusement, lorsqu'on dénonce de façon générale les comportements des policiers dans les quartiers, on s'entend très souvent répondre oui, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait avant. Oui, mais en fait, ça, on veut même pas le savoir. Vraiment, il y a pas de question, il y a pas de négociation autour du fait que quelle que soit la situation, nos enfants, nos petits frères, nos frères et sœurs ont le droit d'être dignes, de rester dignes, d'être traités correctement. Et surtout, c'est même une question de bon sens. C'est-à-dire que en agissant comme ça, les policiers bafouent les droits des enfants en tant que tels, et même d'un point de vue de la loi, parce que la France a ratifié la Convention des droits de l'enfant, quand même, il faut le dire. Donc, à partir du moment où on a des policiers qui peuvent agir comme ça avec des enfants, les mettre en garde à vue des mineurs, etc., les interroger sans leurs avocats, on bafoue leurs droits les plus élémentaires. Voilà. Et donc, il faut aller au-delà du symbole. Vraiment, il faut les soutenir et il faut entendre leur voix, d'où qu'elles viennent, à Mantes-la-Jolie comme ailleurs, quelles que soient les circonstances. Très souvent, quand on discute de ces choses-là, je donne un exemple qui permet de faire comprendre un petit peu mon point de vue, à savoir que quand un jeune fait quelque chose de répréhensible et que la police doit intervenir, il faut qu'elle intervienne par rapport à ce qui a été à l'acte répréhensible, mais certainement pas pour humilier davantage, etc. Si moi demain quelqu'un vient cambrioler mon appartement, peut-être cette personne-là aura fait quelque chose qui mérite son interpellation, mais certainement pas quelque chose qui mérite qu'elle se fasse tabasser, qu'elle soit violentée, qu'on lui casse une dent, etc. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même capable d'arrêter les plus grands pédophiles sans qu'ils aient la moindre égratignure. Je vois pas pourquoi on pourrait pas arrêter des jeunes qui, pour la plupart, je dis pas que personne ne fait de bêtises et qu'on est dans le monde des bisounours, hein, pas du tout, mais des jeunes qui parfois commettent des délits, ou enfin en tout cas font des bêtises, on peut pas les interpeller eux en leur cassant la mâchoire, quoi. Voilà. Donc c'est ça qu'on dénonce en fait, ce deux poids deux mesures, le fait que le traitement des policiers face à ces enfants-là soit complètement, ne soit que dans la violence en fait. Voilà. Alors, très bien. Du coup, je vais parler la bouche pleine. Je vais essayer d'être la plus discrète possible. Voilà. Alors, du coup, toi et ton équipe pédagogique, vous abordez pas directement le sujet des violences policières. En revanche, il y a un sujet que vous abordez, que vous abordez de manière directe, c'est le féminisme. Parce que tu fais partie avec tes collègues d'un club qui s'intitule De Simone à Beyoncé. C'est un pari difficile de parler de féminisme avec des
d'extraordinaire. Vraiment, dans le rapport que ça peut construire entre nous, personnel d'éducation. Donc, il y a moi qui suis CPE, il y a également mes collègues qui sont enseignantes et un enseignant qu'on appelle notre caution masculine. Voilà. Et vraiment offrir déjà un espace de parole, un espace de liberté dans un établissement scolaire, pour moi, ça a presque quelque chose je vais pas dire révolutionnaire parce que c'est un mot un peu fort, mais l'institution scolaire, c'est quand même quelque chose de très rigide, très formel, etc. Et là, notre parti pris, c'est vraiment de dire, ici, vous pouvez tout dire. Même les plus grosses âneries, vous pouvez les dire. À partir du moment où on peut en discuter, que cette discussion-là se fait dans le respect mutuel des opinions des uns et des autres, on peut tout se dire. Et surtout, ce qui est important dans le club de Simona Beyoncé, c'est que on essaye de faire un certain nombre d'activités qui permettent à ces enfants-là de déconstruire les stéréotypes de genre qui existent absolument partout dans la société. Vraiment, j'insiste sur le fait qu'on ne le fait pas à Garges parce que, soi-disant, à Garges, les enfants seraient plus sexistes qu'ailleurs. Pas du tout. S'il y a vraiment une chose, pour le coup, qui est partagée dans toutes les strates de la société, c'est bien le sexisme, la misogynie, etc. Donc, on a trouvé ça intéressant parce qu'on voit bien aussi, ce sont des adolescents. Parfois, ils s'interpellent avec des termes qui nous choquent un petit peu. Enfin, voilà. Et c'est très bien de les amener à discuter justement sur les mots qu'ils emploient, les expressions également. On a eu une longue discussion un jour sur le terme niafou, par exemple, sur la question des cheveux, sur la question de... Alors eux, évidemment, ils n'utilisent pas ces termes-là, mais sur la question également du colorisme, par exemple. À cette occasion-là, on avait d'ailleurs invité Amandine Gay à rencontrer nos élèves. Ça a été un moment extraordinaire, vraiment. Ouais, vraiment, c'était très très chouette. Les élèves hyper curieux qui avaient découvert donc des extraits de son documentaire Ouvrir la voie. Et puis c'est important aussi, par exemple, un documentaire comme Ouvrir la voie. Moi, je suis à Garges-les-Gonesse. J'ai des enfants qui ne se reconnaissent pas forcément dans le paysage audiovisuel français, et un documentaire comme Ouvrir la voie permet des choses qui vont bien au-delà du simple visionnage d'un documentaire lambda. Ça, pour le coup, c'est révolutionnaire. Voilà. Et dans le club, c'est un espace de liberté pour eux, pour elles. Parfois, on avait nos élèves qui arrivaient comme ça en disant « Alors aujourd'hui, on veut parler de ça ». Et rien que ça également, c'est presque subversif parce qu'on est à l'école et que la logique, elle est plutôt d'habitude verticale, entre guillemets descendante, c'est-à-dire c'est l'adulte qui apprend aux élèves, qui dit aujourd'hui nous on va parler de ça et c'est moi qui vous dicte ma vérité. Voilà. Et là, entendre le point de vue des élèves, c'est pour ça que je dis que c'est extraordinaire parce que nous, ça fait longtemps qu'on n'a plus 12, 13 ans et puis la société dans laquelle ces enfants-là vivent aujourd'hui n'est pas la même que moi quand j'avais cet âge-là. Donc, on découvre des choses. Parfois, on est même largué, il faut le dire aussi. Franchement, il y a plein de moments où on s'est senti très, très vieille. Et ouais, franchement, ouais. Non, mais les termes, sur les termes qu'ils vont employer, sur les figures. Parfois, on leur posait la question des figures qui font un peu office de référence pour eux et pour elles. Et franchement, la moitié de ceux qui étaient cités, moi, je les connaissais pas. Donc, je me suis dit, ah mince, je suis plus dans le coup du tout. Et voilà, c'est vraiment intéressant d'avoir cet espace de liberté-là. Et ça permet enfin, je parle beaucoup de ce club, hein, dès que je commence, ça y est. Ça permet aussi comment dire, de déconstruire un certain nombre de choses. C'est-à-dire que moi, je le dis souvent, hein, ceux qui me connaissent vont dire, mais elle répète souvent cette phrase, mais c'est important. Je préfère qu'un enfant se sente libre de venir se tromper devant moi, plutôt qu'il se construise des certitudes à l'extérieur de l'école ou dans sa chambre sur Internet, enfin avec Internet par exemple. Voilà. C'est aussi notre travail de savoir entendre tout ça, même si parfois ça nous interpelle, nous personnellement. C'est important qu'on sache entendre tout ça parce que ça nous donne la possibilité de corriger
ou au moins de dire, est-ce que là tu es sûr, tu devrais faire peut-être des recherches, nous expliquer un petit peu pourquoi, chercher des arguments pour telle ou telle opinion, enfin voilà. Et c'est important. C'est important que ce genre de moment se fasse aussi à l'école. Du coup, tu me dis qu'il y a eu plusieurs débats mémorables dans ce club, notamment celui sur le colorisme. Je serais curieuse de savoir comment ça s'est passé. Alors, comment ça s'est passé, sans trahir ces grands moments-là. Alors, c'est vrai que je suis en collège, hein, donc ça veut dire que j'ai des élèves qui ont entre 11... Oui, j'avais des élèves de 6e l'an dernier, donc qui ont entre 11 et 14 ans. Ça veut dire que les termes qu'ils vont employer vont être complètement différents de ce que nous, on utilise au quotidien. C'est-à-dire colorisme, moi, il y a 5 ans, si tu m'avais dit colorisme, je n'aurais pas compris non plus. Donc, mais eux se rendent bien compte qu'il y a la promotion, par exemple, à la télévision des teints les plus clairs. Ils se rendent compte également que se joue un certain nombre de standards de beauté, par exemple, et que ça joue beaucoup dans la considération et dans l'intérêt qu'on va porter aux personnalités. Donc sur le colorisme, enfin autour de la question du colorisme, il y a aussi la question des traits. Ne pas être, enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais qu'il n'y ait pas trop de traits qui fassent entre guillemets trop, par exemple, africains ou ce genre de choses. Donc c'est aussi lié à la question du colorisme. Il y a la question des cheveux, il y a la question... on avait eu un débat hyper intéressant aussi sur la question des crèmes éclaircissantes. Voilà. Et j'avais en face de moi des élèves qui disaient « Ah bah moi, à chaque fois que je vais chez une tante, je vois le pot de crème posé. » Et puis voilà. Et moi, je pensais même pas qu'elle se rendait compte. Mais en fait, si. Sur la question des cheveux aussi. Alors, moi, je suis quand même très contente aujourd'hui de voir que dans mon établissement scolaire, la grande majorité des jeunes filles profitent de leurs cheveux au naturel. C'est vraiment pas comme ce que moi j'ai connu quand j'étais moi-même adolescente en collège, quoi. Donc aujourd'hui, elles se font des coiffures hyper jolies. Et puis, il y a autre chose aussi. Elles peuvent parler cheveux avec moi, par exemple. Parce que je suis une femme noire, que moi j'ai beaucoup d'élèves aussi qui sont noirs ou métis, enfin voilà. Et vraiment, je me rends bien compte que ça ajoute quelque chose que c'est important aussi pour elles. Et là, à partir de là, il y a d'autres enjeux. C'est la question de la représentation aussi. Moi, quand je fais une coiffure, quand j'ai fait, par exemple, ces petites locks, elles sont venues me voir en me disant, mais qu'est-ce que c'est? On connaît pas, etc. Et puis, moi, les gamines, elles peuvent mettre la main dans mes cheveux pour regarder ou pour s'approcher, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas un rapport qu'on a tous les jours ou que tout le monde peut avoir avec ses CPE ou ses professeurs dans les établissements scolaires. À la fois, et en même temps, je dis ça, je suis pas la copine de mes élèves. Vraiment. En plus, je suis CPE, donc je suis un peu la police dans l'établissement scolaire, malheureusement. Mais étant donné qu'on est vraiment dans un lien de confiance, les élèves savent qu'on peut se parler très... Ils savent avoir une proximité tout en respectant... Absolument. Vraiment. Parce qu'à partir du moment où on est juste avec eux, vraiment, il y a aucun problème. Moi, j'ai pas de difficulté du tout dans mon établissement. Pourtant, voilà, je suis jeune, etc. Et j'ai pas du tout eu les remises en question de remise en question de mon autorité ou ce genre de choses. Pas du tout. Voilà. Et donc du coup, vous abordez beaucoup de sujets qui concernent les femmes et notamment les femmes racisées. Dans ce club, il y a qui en fait? Qui vient dans ce club? Alors, il y a qui dans ce club? Au niveau de l'encadrement, nous sommes 5. Les autres sont professeurs et moi, je suis la seule CPE. Donc ça, c'est au niveau de l'encadrement. Et autrement, il n'y a pas de critères en fait pour faire partie du club de Simone à Beyoncé. On a mis des affiches dans le collège et puis en plus,
on n'a pas véritablement dit de quoi ça parlait, c'est-à-dire qu'il y a juste écrit de Simone à Beyoncé, club animé par tel jour. Et donc, les élèves intrigués sont venus nous voir et là, on leur a expliqué un petit peu ce qu'on voulait y faire. Et ensuite, les élèves peuvent s'inscrire selon leurs envies. Il y en a qui viennent une fois sur deux. Enfin, voilà, il n'y a pas de contrainte, vraiment. Et on a des élèves de la... Alors, cette année, on a moins d'élèves de 6e, mais je dirais que c'est de la 5e à la 3e. Voilà. Qui veut venir et le ou la bienvenue, tout simplement. Aucun critère, aucune contrainte. Et puis, il y a des filles comme des garçons. Alors ça, c'est une victoire aussi. L'an dernier, on a commencé seulement avec des jeunes filles. Et au fur et à mesure de l'année, donc les élèves... Alors au départ, les garçons, c'était plutôt pour un peu pour taquiner en disant... c'est ça, en disant, bah, nous aussi, on va venir au club. Voilà. Et puis, c'était soit ça, soit vous faites la vaisselle ou vous faites la cuisine dans ces clubs-là pour... voilà, bon, voilà, ce sont des ados. Hein. Et puis, enfin, je dis ce sont des ados, même les adultes font encore ce genre de blagues. Donc, on peut pas leur en vouloir. Et maintenant, cette année, on a quand même quelques garçons qui viennent, plutôt jeunes d'ailleurs, plutôt en 5e, donc ils ont autour de 12 ans. Et c'est hyper intéressant de les écouter et de les voir écouter les filles aussi. Vraiment. Ça existe. Oui, je vois ça. Alors du coup, avant de continuer, on va répondre à une question. Alors, il y a... Ah, on me dit qu'il faut que je remonte. Alors, du coup, je vois pas la question. Bon, bah, du coup, j'invite la personne qui a posé la question à la reposer. Alors, du coup, par exemple, quels sont les sujets qui ont déchaîné le plus, les passions, ou des sujets qui reviennent souvent sur la table, que les élèves demandent souvent? Alors, est-ce qu'il y a un sujet qui revient le plus souvent? J'ai pas retenu de sujet qui reviennent le plus souvent. Parfois, on peut rester effectivement 2-3 séances sur un seul sujet parce qu'on n'a pas suffisamment creusé, parce que tout le monde n'a pas pu prendre la parole comme il le voulait. Enfin, voilà. Mais les sujets qui sont abordés, vraiment, on n'a pas fait de liste exhaustive en se disant il faut absolument qu'on parle de tout ça. Non, on a parlé donc des clichés, des stéréotypes de genre. Voilà, bon, ça c'est assez basique. On a parlé de la place des femmes dans l'histoire, la place des femmes à la télévision par exemple, et notamment à travers le visionnage de publicités. C'est un exercice assez simple et puis les élèves sont hyper réactifs. On a parlé de la question de la maternité, par exemple, les femmes, mamans, etc., sur le rôle de la femme, les assignations comme ça qu'il peut y avoir sur les femmes. On a parlé d'homosexualité, on a parlé de quoi d'autre? On a parlé cheveux aussi quand même pas mal avec les jeunes filles. On a parlé figure de référence aussi, quand même pas mal. Je me souviens aussi d'un jour où on leur a demandé si si les élèves connaissaient une personnalité politique en France qui leur ressemble, etc. Et les élèves n'ont pas pu nous citer qui que ce soit. Du coup, on leur a montré la vidéo de Christiane Taubira, cette interview où elle proteste parce qu'on lui demande encore une fois ce qu'elle a ressenti quand, je sais plus, je crois qu'on l'avait traité de guenon. Oui, c'était, je sais plus c'est quelle vidéo, on l'avait confrontée aux images dans lesquelles on l'insultait. Exactement. Et pour qu'elle ressente quelque chose devant la caméra. Tout à fait. Et on avait montré cette séquence aux élèves et on avait eu plein de réactions, sachant que déjà la première, c'était de se demander qui c'était. Alors que pour nous, c'était une évidence. Hein. On s'est dit quand même, il n'y a pas énormément de femmes noires en politique, surtout à un tel niveau. Et en fait, ils ne la connaissaient pas.
D'où l'importance vraiment de parler de ces personnes-là aussi. Ça signifie pas forcément qu'on est d'accord avec la politique ou le parti politique dans lequel Christiane Taubira évolue, mais ne serait-ce que pour ce qu'elle représente, pour le verbe qu'elle a, pour sa prestance, etc. On trouvait ça hyper intéressant de montrer ça aux élèves. Et on a eu une discussion très intéressante sur cette question-là, sur la question du racisme, la question des discriminations. Enfin voilà, c'est vraiment très, très varié. C'est-à-dire que demain, elles peuvent venir nous voir et nous dire, bon, on a envie de parler des chanteuses, on a envie de parler de... Voilà, on va toujours essayer, bien sûr, de trouver, de problématiser un petit peu le sujet pour les relancer, etc. Mais vraiment, il n'y a pas de thème qui soit banni, en fait, à partir du moment où on peut échanger de manière respectueuse. D'accord. Alors, qu'il y a une autre question que je vais y retourner maintenant. Alors, on te demande si en tant que CPE noire et issue de banlieue, tu penses avoir un impact positif sur les élèves racisés? Elle est difficile cette question. J'espère. Alors il faut savoir que moi je suis CPE depuis 4 ans maintenant, 5 ans. Je pense que ma présence dans un établissement scolaire n'est pas anodine en fait. Voilà. En tant que femme noire de banlieue, j'ai un regard déjà qui ne va pas être le même qu'un certain nombre de collègues. Et puis, il y a des choses pour lesquelles ça va me faciliter. Le fait d'être celle que je suis va être un facilitateur. Par exemple, dans ma relation avec les parents d'élèves. Et ça, c'est quelque chose que je revendique, j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que les parents soient plus à l'aise pour me parler avec moi, les parents, parce que moi je suis d'origine malienne et je parle le soninké, que des parents soient plus à l'aise pour parler avec moi et qui veuillent même m'expliquer des choses en soninké, que moi je leur réponds en soninké, je trouve ça normal. Je vois pas pourquoi ce serait un problème. Je vois pas pourquoi on valoriserait pas cette langue, qui est une langue, pas un dialecte. Enfin voilà, voilà, en fait, il faut être fier d'être qui on est. Et je pense que quand les élèves me voient, j'ai eu souvent des réactions comme ça d'élèves. Alors parfois, je dis pas toujours la vérité en leur disant je comprends ta langue alors que c'est pas vrai. Mais au moins, quand il doit se traduire aux parents, je me dis ils ont peut-être un doute et puis ils vont peut-être essayer de dire la vérité un petit peu quand je parle pas forcément la langue. Mais les élèves sont je pense que ça les rassure en fait de voir que on va pas criminaliser en fait leur langue, parce qu'il faut savoir que historiquement quand même à l'école on incitait les parents d'origine X, mais en fait c'est pas d'origine X, on incitait les parents d'origine africaine à ne pas parler leur langue maternelle à leurs enfants, en disant que c'était probablement à l'origine de leurs difficultés scolaires, dans l'acquisition de la langue, etc. Alors que toutes les études ont prouvé qu'en fait plus un enfant parle de langue, mieux il peut en apprendre d'autres, et puis ça développe un certain nombre de compétences. Donc voilà, la fierté de soi, et puis je pense que ma présence peut aider les élèves tout simplement en termes de représentation. C'est-à-dire, voilà, moi je suis dans un établissement scolaire et j'ai une personne qui me ressemble, qui est à un poste important, qui a telles idées, même si, alors en tant que personnel, je reste un maximum neutre quand même, c'est-à-dire que je fais pas de politique dans mon établissement scolaire, mais dans ma façon de m'exprimer, dans les codes également, parce que moi je cache pas aux élèves que je viens de quartier aussi, d'ailleurs pas très loin de l'établissement où je travaille, c'est un peu le hasard qui a fait que j'ai été affectée dans un établissement, dans l'établissement d'une ville à côté de laquelle j'ai moi-même grandi, et je ne le cache pas du tout. Donc les élèves, je pense que ça a un côté rassurant de savoir qu'on a plus ou moins les mêmes codes, même s'il y a une différence quand même générationnelle, je le disais tout à l'heure. Il y a des choses pour lesquelles je suis un peu larguée. Il y a un certain nombre de codes quand même que j'ai. La confiance que ça peut instaurer aussi pour les parents, je trouve ça super important, parce qu'ils vont savoir que dans mon regard, il y aura probablement
moins de jugement. C'est ça, moins de jugement sur leur culture, sur leurs habitudes, sur leur logique de pensée aussi. Moi, je peux ne pas être d'accord avec la logique de pensée de quelqu'un, mais je vais pas, je pense que je vais être moins dans l'essentialisation que d'autres. Et c'est vrai que dans l'école, on connaît tous quelqu'un qui a vécu des moments terribles de violence, ne serait-ce que symbolique, justement sur cette question d'assignation identitaire, d'essentialisation, etc. Voilà. Donc je pense que au moins pour la représentation, ma présence dans un établissement scolaire a un impact. Voilà. D'ailleurs, c'est... J'ai même pas remarqué. Bon, ça me rassure. Et du coup, c'est cette question de représentation qui t'a donné envie de rentrer dans l'éducation nationale? Alors, il faut savoir qu'avant d'être conseillère principale d'éducation, j'ai été assistante de production dans l'audiovisuel. Donc ça n'avait absolument rien à voir. Moi, j'ai passé mon bac, j'ai fait un BTS audiovisuel et j'ai tout de suite travaillé dans l'audiovisuel. J'ai fait énormément de clips, énormément. Puis j'ai l'impression d'être vieille parce que quand j'ai commencé à faire du clip, on les tournait encore en pellicule. Bon, c'était pas il y a 1000 ans. Mais bon, c'était à l'époque aussi où il y avait des vrais budgets pour les clips. Enfin, j'ai fait beaucoup de clips de rap, de variété française, un peu de publicité, des films institutionnels, et puis un long métrage, La Cité Rose, qui a été tourné chez moi. C'est vraiment un projet personnel, c'est-à-dire que mon grand frère est le producteur de ce film. On a tourné le pilote quand j'avais 19 ans, chez moi, etc. C'est un projet qui vient de chez nous. Je viens de La Cité Rose moi-même. Et voilà. Et alors, le changement de trajectoire n'est pas venu de... Je ne vais pas faire une grande phrase en disant j'ai toujours voulu travailler avec des enfants, même si c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire que j'ai toujours été très à l'aise, j'ai toujours eu un relationnel vraiment très facile avec les plus jeunes. Et surtout, moi, je vois mon changement comme ça là, d'orientation et de voie professionnelle comme un engagement politique. À un moment donné, j'ai voulu lier mes convictions, voilà, mes convictions, mes idées, mes engagements aussi à l'extérieur de mon environnement professionnel. J'ai voulu lier mes convictions à un exercice professionnel un petit peu plus prégnant au quotidien. Voilà. Et c'est vrai que dans l'audiovisuel et dans le milieu dans lequel j'ai évolué, alors je dis pas que tout dans l'audiovisuel est à jeter, etc. Mais bon, voilà, j'ai fait beaucoup de clips, j'ai fait beaucoup de... Et à un moment donné, je me disais, j'en ai un peu marre c'est pas le même sens des réalités. Et puis, j'en ai un peu marre de me faire un ulcère pour un pot de yaourt qui a foiré. Voilà, ça m'a un peu saoulée, en fait, ce milieu-là. Je crache pas du tout dans la soupe. Je pense que cette expérience-là, sans cette expérience-là, je serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui. Je m'en suis fait des amis, des personnes qui sont devenues ma famille. Donc, il y a des choses vraiment très, très positives. Mais à côté de ça, j'avais besoin d'autre chose et je l'ai trouvé vraiment dans ce rôle de CPE. Voilà, je suis au contact au quotidien de cette jeunesse-là et il n'y a pas une seule journée où je regrette d'être là. Il n'y a pas une seule journée, vraiment. Donc à partir de là, je me dis c'est le bon endroit. Et alors après, peut-être que dans 10 ans, j'aurai envie de faire autre chose. C'est pas exclu. Pourquoi pas. Pour le moment, je suis vraiment bien dans un établissement scolaire. Ouais. D'accord, très bien. Et on parle des élèves que tu as, mais du coup, toi, tu étais quel genre d'élève? Elle est drôle cette question. J'étais quel genre d'élève? Alors, j'étais une élève très studieuse. Moi, j'adorais l'école. Et il faut le dire, j'ai toujours eu des facilités. J'adorais l'école, j'avais des très très bons résultats. J'étais un petit peu, même souvent, la chouchoute de mes profs. Alors, il y a beaucoup de choses, il y aurait des choses à dire là-dessus, parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, on m'aimait aussi parce que j'étais la bonne noire, quoi. Voilà,
il faut le dire, enfin, c'est vrai, on sait que ce genre de biais, en tout cas, peut exister. Voilà, on sait où on est, donc on sait que ça peut exister. C'est l'exemple même de la méritocratie. Exactement. J'étais la caution même pour l'institution scolaire, c'est-à-dire que, enfin, avec du recul, hein, je dis ça, c'est-à-dire que moi, on pourrait me prendre pour exemple en disant, bah voilà, c'est une fille de pauvres, c'est une fille de parents immigrés et elle est partie de rien, ses parents n'étaient pas lettrés et au final, elle a fait des études, elle a un master, elle est exactement la méritocratie. Alors, ça a été un petit peu plus compliqué que ça, hein, mais quoi qu'il en soit, moi, j'ai eu quand même un très très bon rapport avec l'institution scolaire, qui n'a pas exercé de violence directe vis-à-vis de moi. Partout où j'allais, je me sentais, et c'est une chance, c'est même un privilège, je me sentais vraiment la bienvenue, quoi. Vraiment, on m'accueillait comme ça, les bras ouverts. Je me souviens d'ailleurs d'un moment à la fin de la troisième, quand il a fallu m'orienter, et c'est pour ça que j'ai une expérience un peu différente de beaucoup d'autres. Quand il a fallu m'orienter, moi j'avais choisi mon lycée de secteur avec une option bidon. En fait, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais 14 ans, je sortais du collège. Et en plein milieu du conseil de classe, moi j'ai été déléguée. Tous mes profs se révoltent en disant non, on peut pas l'envoyer là. Il faut qu'elle fasse quelque chose d'autre en fait. Et là, de façon presque arbitraire, on m'a envoyée en cinéma audiovisuel. Voilà. Et en cinéma audiovisuel, il y avait d'autres types d'élèves. Il faut savoir aussi que plus j'ai avancé dans ma scolarité, moins il y avait de gens qui me ressemblaient. Voilà, ça c'est pas hasardeux non plus. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours eu un très bon rapport avec l'institution scolaire. À partir du lycée, j'ai été un petit peu plus embêtante quand même pour les professeurs, c'est-à-dire que j'étais déjà quand même dans la contestation pour un certain nombre de choses. Et j'ai commencé à agacer un peu mes profs. J'avais une grande gueule, franchement, il faut le dire. Et je pense que je me suis permis un certain nombre de choses, justement parce que j'avais des bonnes notes et que je me disais, de toute façon, je suis un peu intouchable. Je peux la ramener, voilà, on va rien me faire. Qu'est-ce que vous allez me faire? Je suis la première. C'était un peu ça, voilà. Et ça n'a pas trop mal marché, hein. Puis à un moment donné, moi je pense que c'est important aussi d'avoir de l'aplomb, je pense que c'est important de résister. J'ai pas été dans le manque de respect, forcément. J'ai été dans la remise en question légitime, parce que voilà, en tant qu'élève, c'est normal d'avoir de l'esprit critique, de remettre en question ce qu'on nous enseigne, et même les postures parfois que peuvent avoir les enseignants avec nous, élèves. Moi, en terminale, j'ai fait la guerre à un de mes profs de français. Parce qu'il était dans l'humiliation et tout ça. Et puis moi, bon, en tant que bon élève, j'aurais pu la fermer et me dire, bon, bah, moi, je prends mes bonnes notes et puis je me casse, quoi. Mais j'étais tout de suite comme ça dans la défense de nos intérêts. Donc, voilà, ceci explique cela, hein. Je suis pas là non plus par hasard. Mais c'est vrai que si j'ai des camarades du lycée qui me regardent, ils diront, ouais, Gundo, c'était un peu enfin, pas qu'un peu la grande gueule, quoi. Je la ramenais pas mal. Voilà. D'accord. Alors du coup, on a deux questions. Il y a Baron Samedi qui demande comment protéger nos enfants des violences policières. Grande question. Grande question. Nous, au Front de Mer, ce qu'on dit, et ce qu'on dit lorsqu'on va à la rencontre des parents d'élèves dans les villes en ce moment, c'est qu'il faut faire bouclier physiquement, déjà dans un premier temps, soutenir les revendications de ces enfants. Déjà, ça c'est la première protection, c'est-à-dire leur dire, ok, votre colère est légitime, nous on va venir, on va vous soutenir par notre présence physique, mais également en interpellant les personnels des établissements scolaires, en leur disant, attention, là ce sont nos enfants, leur colère est légitime, ils se battent contre des réformes injustes comme Parcoursup, ils se battent contre la baisse des moyens dans les établissements scolaires. Il faut savoir que la casse du service public, c'est pas un mythe, c'est pas quelque chose qui va arriver dans 150 ans, on est en plein dedans. L'année prochaine, par exemple, dans le secondaire, on va avoir 2600 postes qui vont être supprimés.
Et alors on parle de 2600 postes, alors qu'il y a des besoins à n'en plus finir dans les établissements scolaires, des besoins de médecins scolaires, de psychologues, d'infirmières, des besoins d'assistants d'éducation et même de professeurs. C'est-à-dire que quand un professeur, parfois, dans certaines disciplines, il y a des disciplines pour lesquelles on ne trouve aucun remplaçant, et c'est aberrant qu'on ait des élèves qui parfois, que parfois on ait des élèves qui se retrouvent 3 mois sans un professeur face à eux, en mathématiques ou dans une autre discipline. C'est aberrant. Donc la colère des lycéens est légitime, c'est-à-dire qu'elle s'appuie sur des choses qui sont complètement tangibles. C'est pas de la bataille d'idées. Voilà, c'est leur vie, c'est leur avenir, ce sont leurs conditions de travail scolaire, voilà. Et donc, soutenir les revendications des lycéens, être présent quand ils mènent des mouvements de contestation, faire porter également leur voix auprès des personnels de direction en tant qu'adultes, voilà, pour porter ce soutien-là, et puis interpeller, signer les pétitions, interpeller par exemple le ministre, comme plein de gens peuvent le faire aujourd'hui, en disant voilà ce qui se passe, voilà la réalité de nos enfants, qu'est-ce que vous faites concrètement? Et quand il y a des opérations qui sont menées par les personnels d'enseignement, il faut vraiment, je pense, que les parents d'élèves se joignent au mouvement pour faire front. Voilà, pour faire front face à une machine, la machine énorme qu'est l'éducation nationale, et pour contester toutes ces mesures qui viennent d'en haut et qu'on nous dit d'appliquer sans discuter, faire front. Je sais pas, j'espère avoir répondu à la question. Je pense que tu y as répondu. Ensuite, il y a une question de Géru Trottmann qui demande: cela vous arrive-t-il d'intervenir dans le processus d'orientation des élèves? On sait en effet que beaucoup d'élèves sont orientés presque de force vers des filières bac pro. Alors, moi, parfois on confond, on dit CPE et on confond avec les conseillères d'orientation. Alors moi, je suis pas conseillère d'orientation et vraiment, je crois que je le vivrais trop mal si j'étais conseillère d'orientation parce que c'est trop difficile. Alors, est-ce que j'interviens? J'interviens en amont dans la construction du projet d'orientation des élèves. C'est-à-dire que j'essaye de faire intervenir des personnes pour parler de leur parcours. J'essaye d'organiser on organise des forums des métiers pour sensibiliser les élèves et leur faire connaître un petit peu à la fois les filières et les métiers, qu'ils puissent rencontrer des personnalités différentes, des parcours aussi différents. Et surtout, nous, ce qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est que deux personnes qui ont eu un parcours scolaire différent peuvent se retrouver au même poste à un moment donné. Et que la meilleure chose qu'ils pourront s'offrir dans leur parcours scolaire, c'est d'avoir le choix. Voilà. La personne qui peut avoir le choix, c'est celle qui a gagné en fait dans l'éducation nationale et qui tire son épingle du jeu. Donc j'interviens dans la préparation du projet. Ensuite, c'est vrai que le choix final revient bien évidemment, en tout cas d'un point de vue réglementaire, au chef d'établissement. C'est-à-dire que ce n'est pas la CPE qui va dire oui ou non, tu vas en seconde générale, etc. Et voilà, on essaye de préparer les élèves à ce moment fatidique. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, moi je trouve que c'est trop tôt en fait, en réalité. Alors on est dans l'école, on fait ce qu'il faut faire, mais personnellement, je trouve que orienter des élèves à partir de 14-15 ans, c'est beaucoup trop tôt. Voilà. Après, ça répond à une autre logique, la logique de tri des élèves, parce que l'orientation, ce n'est que ça, c'est du tri. C'est-à-dire qui va rejoindre la catégorie main-d'œuvre, ouvrier, etc., exécutant, et qui va rejoindre la catégorie de ceux qui penseront, de ceux qui dirigeront, etc. Donc c'est du tri. Moi, si on me demandait demain qu'est-ce que je voudrais pour l'orientation des élèves, je dirais qu'il faut qu'elle intervienne beaucoup plus tard, ce processus d'orientation-là. C'est-à-dire, par exemple, à quel moment? Quel serait le moment idéal pour toi? Eh bien, je dirais autour de 18 ans. À 15 ans, à 14-15 ans, on ne peut pas raisonnablement... et finalement, quand on regarde bien, les élèves qui ont des bons résultats scolaires et qui peuvent passer dans les filières générales au lycée, en réalité, leur véritable choix d'orientation, ils le font beaucoup plus tard. Ils le font à 17 ans. Ils ne le font pas du tout à 14-15 ans. Voilà.
Et donc, malheureusement, il faut déjà passer ce filtre-là, le filtre de la seconde. Mais moi, je suis allée en seconde générale. Je n'avais absolument aucune idée ni du métier, ni de ce que je voulais faire. Et en réalité, j'ai commencé à penser orientation en terminale, pas avant. C'est pour ça que je trouve ça très difficile de demander à des élèves de 14-15 ans de faire un choix qui va déterminer leur trajectoire pour un certain nombre d'années. Alors après, c'est vrai que bien heureusement, certains ont pu se retourner alors qu'ils avaient été orientés en bac pro, etc. Et puis en France, on est les champions de l'orientation subie, l'orientation par défaut, etc. hein. Mais heureusement, certains arrivent à se retourner, mais c'est que ça reste quand même très, très difficile. Ça reste très, très difficile. Très bien. Merci Gundo, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci à vous de nous avoir suivis ce soir. Merci d'être là tous les lundis soirs pour nous soutenir. Merci de partager notre contenu, c'est grâce à vous qu'on avance. Merci à Lina et à Rokia. Je pense qu'il y a assez de place sur ce canapé pour que vous veniez me rejoindre. On me fait non de la tête, mais... Allez, c'est le moment là. C'est pas le moment d'être heureuse. Elles sont là toutes les semaines et elles sont d'une aide considérable, donc je veux qu'on les voit, vraiment. Je veux qu'on les voit. Merci Ina, merci Rokia. Merci tout le monde. Merci à vous. Et quant à nous, du coup, on se retrouve le 7 janvier 2019. Ciao.